La nuit est perpétuelle. Le soleil n'est plus qu'un lointain souvenir. Et le poids d'un océan écrase l'existence. Le froid fige le temps. Le silence est absolu. Alors que la vie n'est qu'un murmure dans l'immensité des ténèbres. Il s'agit de la fosse des Mariannes, la cicatrice la plus profonde de la croûte terrestre, un endroit isolé et sombre qui cache les secrets les plus terrifiants, ainsi que les formes de vie animales les plus extravagantes, les plus étonnantes et surtout les plus particulières. Le poisson hachette scintille dans l'obscurité, utilisant sa lumière pour trouver des proies dans un monde sans soleil. L'isopode géant patrouille les fonds marins, un charognard blindé à la recherche de restes de charognes marines, et l'étoile de mer s'accroche aux rochers, un chasseur patient attendant sa chance dans les profondeurs du temps. Chaque espèce des grands fonds fait ce qu'elle doit pour survivre dans ce qui est peut-être l'habitat le plus hostile de la planète. La raie manta géante déploie ses ailes dans le vide, filtrant l'eau dans un vol silencieux et perpétuel. Le poisson dragon noir allume son leurre mortel, un piège de lumière pour attirer les imprudents dans ses mâchoires. Alors que la baleine bleue se déplace à travers les courants, un monde à part, communiquant avec des chants qui voyagent à travers l'océan. Mais dans ce royaume de silence et d'obscurité, la paix apparente n'est qu'une illusion. Chaque ombre cache une menace. Chaque trace de lumière peut être la dernière lueur de vie. Ici, l'existence ne consiste pas seulement à défier les conditions de vie hostiles de l'abîme, mais aussi les bourreaux qui s'y cachent. Depuis l'ombre, le colosse des profondeurs, l'énorme cachalot, descend dans un silence écrasant, dans un monde défini uniquement par des échos. Après avoir sillonné les profondeurs pendant des heures, cette bête détecte le mouvement d'une proie colossale et lance une charge aveugle. Dans l'obscurité totale, une bataille titanesque fait rage et culmine en un instant, à des milliers de mètres sous la surface, avec le plus grand prédateur à dents de la planète revendiquant une nouvelle proie. Loin des profondeurs de l'abîme, une ombre rayée émerge de l'obscurité, poussée par une faim qui ne fait pas de discrimination. Avec une attaque verticale explosive débordante de violence, le requin-tigre ferme ses mâchoires sur sa victime. Le bruit des os qui craquent confirme une autre chasse réussie dans les eaux sans fin, versant une fois de plus du sang. Mais même la présence terrifiante de ce carnivore sanguinaire ne parvient pas à intimider les prédateurs les plus redoutables de l'océan. Se déplaçant au rythme d'une meute de loups, un grand groupe d'épaulards coince une proie malheureuse. En un instant, la victime est frappée de toutes parts, jouet entre les mains de ses bourreaux. Après quelques minutes seulement, dans une attaque coordonnée et mortelle, les chasseurs prennent une nouvelle vie, réaffirmant leur place dans la chaîne alimentaire marine. Située dans le Pacifique occidental, à l'est des îles Mariannes et des Philippines, la fosse des Mariannes s'ouvre comme une plaie dans la terre, un abîme sous-marin de plus de 2500 km de long, cachant un monde sous-marin. Son point le plus profond, le Challenger Deep, se trouve à près de 11 km sous la surface, si profond que si la plus haute montagne de la planète reposait sur son lit, son sommet serait encore recouvert de plus de 2 km d'eau. Mais cet univers sous-marin vertical n'est pas un monde homogène, mais plutôt une mosaïque de strates, toutes plus hostiles les unes que les autres, où les profondeurs, l'obscurité et le froid extrême menacent la vie. Alors que la vie marine explose dans les eaux de surface baignées de soleil avec une biodiversité d'espèces marines sans précédent, au-delà de 1000 mètres, la zone crépusculaire descend dans une obscurité perpétuelle où seuls quelques-uns parviennent à survivre. Ce n'est qu'à 6000 mètres sous la surface que la fosse s'ouvre à la vue, révélant un endroit où même la plus petite trace de lumière du soleil n'est qu'une illusion, la pression est écrasante et les températures oscillent autour de zéro. Le fond de la fosse, le point le plus proche du centre de la planète, à environ 11 000 mètres sous la surface, n'est pas une plaine monotone, mais plutôt un paysage de vallées, de crêtes et de monts sous-marins. Dans ce sol abyssal, les sources hydrothermales expulsent des fluides ardents et riches en minéraux,
créant des oasis de vie chimique dans un désert de pression et de froid. Dans ce paysage d'extrêmes absolus, des eaux de surface aux abysses les plus profonds, d'innombrables espèces marines livrent une lutte éternelle pour leur survie, chacune témoignant de la volonté de la nature de conquérir chaque recoin de la planète. Alors que dans cet écosystème de strates, la grande majorité des espèces sauvages sont confinées à vivre en profondeur. Un titan ignore ses limites, étant capable d'émerger à la surface et en même temps de naviguer dans les eaux sombres de la fosse. Nageant lentement dans l'obscurité, le cachalot apparaît, un spectre énorme de près de 20 mètres de long et pesant plus de 50 tonnes, se présentant comme une montagne vivante naviguant dans l'océan. Sa tête, un énorme bélier conçu pour les rigueurs des abysses, peut représenter jusqu'à un tiers de sa taille, abritant un cerveau pesant jusqu'à 9 kilos, le plus gros à l'état sauvage. La peau de cette bête à grande échelle est une toile grise et profonde, sillonnée d'innombrables cicatrices qui racontent les histoires de ces batailles menées dans les profondeurs de l'abîme où seule la force brute décide de l'issue. Sur son dos, une seule nageoire dorsale s'élève, ressemblant davantage à une bosse qu'à une lame, tandis que sur ses flancs, les nageoires pectorales agissent comme des rames précises, lui conférant un contrôle étonnant dans les profondeurs. La force motrice de ce titan est son immense nageoire caudale, une plateforme de puissance qui le propulse dans un monde de pression et de silence. Sous sa tête, une mâchoire étroite est armée de dents coniques de la taille de poignard, seul avertissement visible de sa puissance mortelle. Ce géant terrifiant est un être de deux mondes, un migrant de la surface capable de pénétrer dans le royaume des ténèbres. Mais ses voyages au bout du monde ont une seule mission, très claire, se nourrir. Pour chasser, cet énorme prédateur va jusqu'à 3000 mètres sous la surface, là où le soleil disparaît, bien que très loin des limites de la fosse, suffisamment profonde pour que la lumière du soleil ne soit plus qu'un mythe. Leur voyage dans les entrailles de la Terre est, sans aucun doute, l'un des voyages les plus impressionnants du monde sauvage. Lors de la plongée, le cachalot entre dans un état de torpeur contrôlée, chaque mouvement mesuré, chaque pulsation ralentie pour prolonger son temps dans les abysses. Sa structure même cède à la pression suffocante, se comprimant jusqu'à ne faire qu'un avec la force qui cherche à l'écraser. 1000 mètres. La pression ici est une force écrasante, un poids inimaginable qui définit les limites de l'existence. Des 1000 mètres. La noirceur est absolue, un vide où la lumière n'a jamais atteint. À un rythme lent, le cétacé poursuit sa descente, imperturbable, vers le territoire de sa proie. Comme dans cette obscurité totale, ses yeux sont inutiles, le cétacé oublie la vue et chasse à l'aide du son. De sa tête colossale, tel un prodigieux prédateur des ténèbres, il émet une série de clics puissants, un martèlement sonique qui traverse l'eau. Après seulement quelques secondes, les échos reviennent, peignant une carte dans l'esprit du chasseur, révélant la silhouette d'un titan tentaculaire, le calmar géant. Immédiatement, le cachalot ajuste sa trajectoire, avançant furtivement, presque imperceptiblement. Il s'approche de son adversaire, un être cauchemardesque aux yeux géants et aux tentacules armés de ventouses dentées. L'impact est un cataclysme silencieux, et le prédateur ne contient pas sa férocité, attaquant avec une vitesse explosive et ouvrant ses mâchoires pour attraper sa proie. Mais le calmar n'est pas une victime passive et répond avec une fureur désespérée, enveloppant le géant dans une étreinte mortelle, ses tentacules à la recherche des yeux du prédateur. Les ventouses s'enfoncent dans la peau du cétacé, laissant des cicatrices circulaires qu'il portera toute sa vie, médaille des guerres menées au bout du monde. Mais la force de la baleine à dents est écrasante, et sa mâchoire se ferme avec une puissance implacable, écrasant le corps mou du céphalopode. La bataille, bien que féroce, est brève et, comme toujours, se termine avec la proie dans ses mâchoires, commençant immédiatement une ascension calme vers la surface, un voyage lent et méthodique. Après une plongée de plus d'1 heure, il brise la surface dans une explosion de vapeur et d'air, le soupir d'un guerrier revenant des enfers. Lors de ces ascensions sporadiques, cette bête a tendance à respirer lentement, reprenant des forces après avoir affronté les pressions écrasantes des profondeurs. Bien sûr, avec un appétit capable de dévorer jusqu'à 2 tonnes de nourriture par jour, il ne tarde pas à retourner dans l'écosystème de l'ombre où il tentera de gagner une nouvelle vie.
Mais la guerre du cachalot n'est pas toujours dirigée contre d'autres espèces. Dans les eaux entourant la fosse des Mariannes, des mâles solitaires se croisent parfois, et le droit de s'accoupler avec des femelles devient le catalyseur d'une violence incontrôlée. La rencontre entre deux de ces géants est un événement cataclysmique, un véritable accident de train. Bien qu'ils tentent souvent d'éviter ces rencontres désagréables, lorsqu'une femelle réceptive est impliquée, les prétendants se font immédiatement face, leurs têtes massives orientées l'une vers l'autre et émettent des clics menaçants, signalant leurs intentions violentes. Sans montrer la moindre hésitation, ils chargent soudainement. L'impact de deux corps de 50 tonnes est une onde de choc qui perturbe le silence de l'abîme et déclare le début d'un combat qui devient une danse lente et brutale de poussées et de torsions, chaque prétendant grattant ses dents contre la peau de son rival. Après quelques minutes où la seule chose plus rare que la lumière est la miséricorde, le duel se termine par la soumission du plus faible, qui s'éloigne, laissant le vainqueur comme souverain temporaire de ses eaux. Mais le cachalot géant n'est pas la seule espèce capable de transformer ces enfers abyssaux d'obscurité et de pression en son foyer douillet. Près des fonds marins, à des milliers de mètres sous la surface, la survie n'appartient pas aux rapides ou aux forts, mais aux patients, à ceux qui maîtrisent l'art d'exister au ralenti. Avec un disque central rayonnant autour de 5 bras et une envergure allant de quelques centimètres à plus d'1 mètre, l'étoile de mer est l'une des formes de vie les plus fascinantes à avoir pris le contrôle de l'écosystème hostile de la fosse des Mariannes. Dépourvue de visage et d'yeux pour voir l'obscurité perpétuelle, l'étoile de mer présente une symétrie géométrique qui semble conçue par un esprit étranger à notre monde. Sa surface supérieure, recouverte d'épines et de protubérances calcaires, est une armure naturelle forgée par les minéraux des eaux abyssales, donnant une carapace efficace à une créature qui, à première vue, semble totalement inoffensive. Le dessous de leurs bras révèle le secret de leur existence. Des milliers de pieds tubulaires, une armée de minuscules appendices qui s'attachent et se détachent dans une coordination silencieuse et méthodique. Le mouvement de cet être n'est pas une course, mais une procession. Avançant avec une patience exaspérante, chaque pied tubulaire s'étend, adhère au sédiment avec une légère succion, puis se contracte, tirant le corps vers l'avant d'une fraction de millimètre. Il s'agit d'un mouvement ondulatoire, une vague d'action coordonnée qui s'écoule du centre du disque jusqu'à la pointe de chaque bras. Cette démarche méticuleuse, bien qu'impressionnante, ne lui permet de se déplacer qu'à une vitesse inexistante de quelques centimètres par minute. Bien que ce rythme calme semble être un inconvénient insurmontable, dans ce monde de silence et d'obscurité, ces mouvements furtifs lui permettent de passer inaperçus. L'étoile de mer est l'incarnation parfaite de l'adaptation à ce monde dominé par l'hostilité. Votre corps, au lieu de lutter contre la pression, l'ignore. Dépourvus de poumons ou de cavités remplies d'air susceptibles de s'effondrer, leur structure, composée en grande partie d'eau et de collagène, égalise la pression externe avec la pression interne. Pour l'étoile de mer, 1000 atmosphères de force ne sont que son état d'équilibre naturel, car il n'y a rien que l'abîme puisse comprimer. Dans un habitat où la nourriture est rare, presque inexistante, leur métabolisme extrêmement lent est une œuvre d'évolution, un moteur qui fonctionne à une vitesse si réduite que leurs processus vitaux se mesurent en jours. Ce rythme, proche d'un état d'hibernation perpétuelle, constitue leur plus grande stratégie de survie dans un désert gelé où toute source de nourriture est combattue à mort. Grâce à cette consommation énergétique efficace, chaque calorie est utilisée au maximum et investie uniquement dans l'acte lent mais constant d'exister. La vue étant un sens inutile dans ce royaume des ténèbres, l'univers de l'étoile de mer se révèle à travers le toucher et les signaux chimiques flottant dans le courant. Ses pieds tubulaires lui permettent non seulement de se déplacer, mais aussi de goûter et de sentir son environnement, agissant comme des milliers de capteurs qui lisent le langage chimique de l'abîme. Ils détectent la moindre trace de décomposition, la trace de débris organiques ou, si la chance est de leur côté, la présence de proies vivantes.
Bien que son existence semble passive, l'étoile de mer est en fait un prédateur implacable. Bien sûr, leur chasse n'est pas une explosion de violence, mais plutôt un siège, une guerre d'usure qui peut durer des jours. Ces chimiorécepteurs détectent la présence d'un bivalve, une palourde enfouie dans le sédiment, protégée par 2 coquilles qui ressemblent à une forteresse imprenable. Après avoir localisé une source de nourriture aussi convoitée, l'échinoderme se positionne sur sa victime, un processus qui peut prendre des heures. L'étoile enroule ses bras autour de la coquille, une cage de force patiente et tenace, et immédiatement les milliers de pieds tubulaires adhèrent aux 2 moitiés de la coquille, et la torture silencieuse commence. Il n'y a pas de tiraillement violent, pas de morsure déchirante comme dans une chasse au cachalot, juste une pression constante, implacable et éternelle. À l'intérieur de sa coquille, le muscle adducteur de la palourde lutte contre une force qui ne se fatigue jamais, ne cède jamais et ne veut pas abandonner. Les heures passent, et parfois même une journée entière, mais la patience du chasseur est infinie, tandis que l'endurance du mollusque, tôt ou tard, atteint sa limite. La fatigue s'installe, la pression de l'étoile de mer finit par trouver une faiblesse et le muscle cède. Lorsqu'une fissure d'à peine 1 mm s'ouvre entre les coquilles, le verdict est prononcé. Et à ce moment-là, l'étoile accomplit l'acte le plus étrange de son arsenal. L'invertébré vide son propre estomac hors de son corps, par sa bouche centrale, dans la minuscule ouverture de la coquille de sa victime. C'est une invasion biologique, une attaque de l'intérieur. Une fois à l'intérieur, l'estomac libère de puissantes enzymes qui commencent à dissoudre les tissus mous du mollusque, le digérant vivant à l'intérieur de sa propre armure, dans ce qui est une forme de mise à mort plutôt particulière. Après avoir liquéfié sa proie en un bouillon nutritif, l'étoile de mer réabsorbe son estomac avec le festin, ramenant chez elle ce qui équivaut à un véritable festin dans un habitat où les victimes de la faim sont partout. C'est une chasse silencieuse, méthodique, terrifiante par son efficacité. Étant donné que les proies vivantes sont un luxe dans les profondeurs de la fosse des Mariannes, le régime alimentaire de ce survivant avide des profondeurs se compose en grande partie de neige marine, de la pluie perpétuelle de débris organiques tombant des couches supérieures de l'océan et des restes de guerres et de vie se produisant à des kilomètres au-dessus. Comparé aux quelques prédateurs qui peuplent ces profondeurs, comme certains gros crabes ou poissons des grands fonds, leur peau est une armure de plaques calcaires et d'épines. Mais lorsque même cette carapace blindée est incapable de le protéger d'une attaque violente, sa meilleure compétence de survie est son incroyable capacité de régénération. Si un prédateur parvient à lui arracher un bras lors d'une attaque, l'échinoderme ne meurt pas, mais recule lentement, blessé, mais pas vaincu. Dans un processus délicat qui peut prendre des mois, voire des années, dans le lent passage du temps abyssal, l'étoile de mer régénère le membre perdu, reconstruisant sa symétrie parfaite, dans une démonstration de son irrévérence envers la mort, même dans un écosystème où la vie elle-même est un défi. Si l'existence des étoiles de mer rampant au fond des abysses relève de l'exploit, en remontant à quelques milliers de mètres, plus près de la surface, la faune prend de nouvelles formes. Avec une envergure pouvant atteindre 7 mètres et un poids dépassant les 3 tonnes, la raie manta océanique géante est la plus grande raie de la planète. Son corps massif, un diamant de muscles lisses, plat et puissant, est conçu pour une efficacité hydrodynamique. De là émergent 2 imposantes nageoires pectorales qui fonctionnent comme des ailes, lui conférant une grâce qui dément sa taille monumentale, lui permettant de glisser dans l'eau avec un minimum d'effort. Le dos de ce titan est teint d'un noir profond, souvent parsemé de taches blanches qui forment un motif unique à chaque individu, une empreinte digitale dans l'immensité de l'océan. Son ventre, en revanche, est presque blanc pur, interrompu par des taches sombres qui aident également à son identification. Devant sa bouche caverneuse, 2 extensions charnues, les lobes céphaliques, se déploient comme des appendices, outils précis qu'il utilise pour diriger la nourriture vers son intérieur. L'existence de cet énorme poisson est définie par la recherche de nourriture, une odyssée incessante à travers les vastes plaines océaniques, tandis qu'un abîme infini s'étend en dessous. De chasseur embusqué à prédateur brutal, la raie manta est un moissonneur de l'océan, un éternel filtreur.
Leur régime alimentaire se compose presque exclusivement de zooplancton, de minuscules crustacés comme le krill et les copépodes qui flottent en nuages de milliards dans la colonne d'eau, représentant un festin sans fin. Pour répondre aux besoins énergétiques de son corps colossal, ce poisson copieux est obligé de consommer d'énormes quantités de ses minuscules proies, un processus épuisant qui devient tout un spectacle. Nageant lentement avec sa bouche caverneuse grande ouverte, il utilise ses lobes céphaliques pour canaliser des torrents d'eau dans son intérieur, agissant comme un entonnoir vivant. À l'intérieur de ses mâchoires, au lieu de dents, il possède des milliers de plaques filtrantes, un tamis biologique incroyablement efficace qui piège le zooplancton lorsque l'eau est expulsée par ses branchies. Lorsqu'elle rencontre un essaim dense de krill, la raie manta exécute une danse hypnotique, tournant en boucle et en sauts gracieux pour maximiser chaque bouchée et rester le plus longtemps possible dans ces concentrations infinies de nourriture. Dans les zones d'alimentation particulièrement riches, des endroits où l'abondance et l'extravagance contrastent avec l'austérité de la fosse, plusieurs raies manta peuvent se rassembler, formant de grands groupes. Nageant les uns derrière les autres en cercle, ils créent un vortex qui concentre le plancton, facilitant la récolte pour l'ensemble du groupe dans une rare démonstration de comportement coordonné. Bien que souvent vu planant près de la surface, où la lumière du soleil stimule la croissance du plancton, ce géant n'a pas peur des profondeurs. C'est une créature des extrêmes, capable de descendre dans la zone crépusculaire, à plus de 1000 mètres sous la surface, un royaume de ténèbres et de créatures bioluminescentes. Ce voyage vertical n'est en aucun cas un caprice. Car là, dans le froid et l'obscurité, il recherche des couches plus denses de plancton qui migrent verticalement, suivant les rythmes ancestraux de l'océan. Ces plongées profondes peuvent également servir à thermoréguler leur corps en les rafraîchissant dans les eaux glacées après avoir passé des heures sous le soleil à la surface. En présence de carnivores féroces, leur taille colossale constitue leur principale armure, une déclaration de puissance qui dissuade la plupart des prédateurs. Bien que l'océan soit un endroit dangereux, où abondent les carnivores sanguinaires, peu de créatures sont suffisamment grandes ou audacieuses pour considérer une redoutable raie manta adulte comme une proie. Seuls d'énormes chasseurs comme les orques ou les requins-tigres encore plus massifs osent le défier. Face à une menace aussi terrifiante, leur meilleure défense n'est pas l'agression, mais une explosion de vitesse et de puissance. Comme ils ne possèdent pas de dard venimeux comme les autres raies, il n'envisage même pas une confrontation directe, mais, sans réfléchir, dès qu'il voit sa subsistance menacée, il bat des ailes dans l'eau avec une force abyssale, se propulsant loin du danger à une vitesse inégalée. Lorsqu'elle ne se ferait pas un chemin à travers d'interminables colonnes de plancton ou ne fuit pas des prédateurs impitoyables, la raie manta nettoie probablement son corps, adoptant un comportement plutôt particulier dans des zones appelées stations de nettoyage. Il s'agit d'endroits spécifiques sur le récif où les raies manta se rendent pour que les parasites soient retirés de leur peau et de leurs branchies par des poissons plus petits, comme les labres nettoyeurs. La raie manta s'approche lentement, reste presque immobile et laisse les petits poissons faire leur travail, une interaction mutuelle basée sur la confiance et la reconnaissance. Parfois, ils font même la queue, attendant patiemment leur tour pour être servis. Avec sa peau nettoyée, ce poisson abondant est prêt à poursuivre sa vie dans une longue et interminable migration, suivant les proliférations de plancton à travers les bassins océaniques, un voyage dicté par les courants et les saisons. Mais tous les géants de cet univers liquide ne sont pas de doux moissonneurs. Dans ces mêmes eaux, un autre colosse patrouille avec un objectif différent, dicté non pas par la migration, mais par une faim insatiable et une indifférence totale à la vie. Mesurant plus de 5 mètres de long et pesant près d'1 tonne,
Le requin-tigre est une véritable bombe de muscles et de cartilage, un tueur massif capable de subjuguer toute la chaîne alimentaire marine grâce à son énorme appétit. Vivant dans des eaux peu profondes, ce requin est l'image vivante de la mort elle-même pour d'innombrables espèces marines. Sa tête, large et plate, comme un bélier émoussé, précède une mâchoire qui est l'une des armes les plus redoutables de tout l'océan. Le corps du requin est robuste et profilé, peint d'un motif de rayures sombres qui court le long des flancs des plus jeunes requins et qui lui donne son nom. Ces marques s'estompent avec l'âge, laissant un gris profond et menaçant chez les spécimens adultes, la couleur d'une tempête à l'horizon. La nageoire caudale de ce carnivore, dotée d'un lobe supérieur disproportionnément long, est un moteur capable de générer des accélérations explosives à partir d'un état de repos presque complet. Mais, sans aucun doute, le véritable secret de leur domination sur les eaux réside dans leurs dents. Il ne s'agit pas des poignards acérés des autres requins, mais de lames larges et fortement dentelées avec une encoche latérale unique, conçue non pas pour percer, mais pour trancher, scier et déchirer tout ce que leurs mâchoires peuvent saisir. Ils fonctionnent comme une scie, tranchant les os, les coquilles et la chair avec une facilité déconcertante. Cette dentition mortelle est constamment renouvelée, un véritable tapis roulant de la mort qui garantit que sa morsure conserve son tranchant. La simple existence de ce prédateur cruel est une patrouille perpétuelle, un voyage incessant à travers un royaume sous-marin où tout ce qui croise son chemin est une proie potentielle. Bien que son habitat soit loin des profondeurs abyssales où la lumière est plus que rare, voire inexistante, ce requin redouté néglige également d'utiliser sa vue pour localiser d'éventuelles victimes, laissant cette tâche à un odorat très sensible. Ce sens prodigieux, d'une acuité quasi mythique, lui permet de déchiffrer le langage des courants, suivant sur des kilomètres la trace chimique d'une proie blessée, promesse de sang qui le guide à travers le bleu infini. Mais sa perception va au-delà de l'odorat. Répartis sur son museau, des milliers de minuscules ampoules sensorielles lui confèrent un sixième sens, avec lequel il ne voit pas sa proie, il la sent. Le moindre mouvement, tel le battement de cœur timide d'un poisson caché sous le sable, est immédiatement perçu par ce chasseur cruel, qui nage bientôt directement vers ce qui promet d'être un repas exquis. Aucune créature vivant dans ces eaux n'est capable de lui cacher sa présence. La ligne latérale tracée le long de son corps agit comme une immense oreille, captant le pouls de l'océan, les vibrations à basse fréquence et même le clapotis lointain d'un oiseau de mer à la surface. Loin de sillonner l'eau à toute vitesse, le requin se déplace avec une lenteur trompeuse, un balancement presque paresseux de sa queue qui cache la puissance explosive qui se trouve à l'intérieur. Traquant les bords des récifs tel un fantôme, le requin-tigre crée un silence instantané dans son sillage. Une fois repérés, les petits poissons disparaissent tous dans les crevasses, un instinct ancien les avertissant de l'arrivée du prédateur. Depuis l'obscurité du récif, ses yeux noirs et sans vie détectent une silhouette familière. Une tortue de mer verte remonte lentement à la surface pour respirer, son mouvement calme, inconsciente de la condamnation à mort écrite en dessous. Le requin ne se précipite pas car la panique de sa proie est un luxe dont il n'a pas besoin. Calme, le carnivore se positionne directement sous la tortue, gardant un angle mort, laissant son corps sombre se fondre dans le bleu profond de l'océan. Il observe, attend et calcule patiemment son attaque. La tortue, après avoir rempli ses poumons, commence sa lente descente vers la sécurité du récif, et c'est à ce moment précis que la passivité du requin disparaît. L'attaque est une embuscade verticale, une démonstration de pure violence. Des profondeurs, le requin à la peau féline s'élève comme un projectile silencieux, élevant son corps massif d'un seul coup puissant de sa queue. Il n'y a aucun avertissement, aucune poursuite, c'est une exécution en règle. L'impact est un cataclysme qui projette la tortue dans l'eau, désorientée et vulnérable. Avant qu'elle ne puisse récupérer, les mâchoires du requin s'ouvrent, révélant ses armes acérées en forme de dents. La première morsure ne cherche pas à tuer, mais à neutraliser. Les dents du requin mordent le bord de la carapace de la tortue et son énorme force s'occupe du reste. Secouant violemment la tête d'un côté à l'autre, le prédateur est le protagoniste de l'un des actes les plus grossiers de la vie sous-marine. Ses dents dentelées ne s'écrasent pas contre la kératine dure, mais la tranchent et la sciant, arrachant un morceau de l'armure du reptile avec une efficacité brutale et sanguinaire. Après quelques chocs, l'eau devient rouge foncé et la tortue se tord, mortellement blessée, mais le prédateur n'en a pas fini. Imperturbable,
le requin se repositionne avec un calme terrifiant et attaque à nouveau, arrachant cette fois une nageoire dans un tourbillon de sang et d'eau. Il ne s'agit pas d'une bataille, mais d'un massacre, d'un acte de prédation grossier et absolu. La tortue partie, le chasseur s'empresse de dévorer son festin, sans montrer la moindre prétention lorsqu'il s'agit de réclamer son prix, dévorant des morceaux de carapace, des nageoires et de la chair avec la même indifférence. Dans ce régime pas du tout sélectif, leur mâchoire puissante et leur estomac acide jouent un rôle crucial, étant capables de dissoudre presque n'importe quelle matière. Ce système digestif efficace lui a valu sa réputation de ramasseur de déchets océaniques, lui permettant de se nourrir de tout ce que les mers offrent, qu'il soit vivant ou mort. Après s'être nourri, le requin reprend sa patrouille aussi calmement qu'il l'a commencé. Il n'y a pas de célébration, pas de repos prolongé, seulement une faim momentanément satisfaite et une recherche incessante de la prochaine occasion de proie. Si le sort de la malheureuse tortue verte a été fatal, la vie de ce majestueux reptile océanique va bien au-delà de celle d'une simple proie. Avec une carapace pouvant dépasser 1 mètre de longueur et un poids allant jusqu'à 200 kilos, la tortue verte est une forteresse vivante qui navigue dans les océans, une créature qui est le reflet vivant de la biodiversité du monde sous-marin. La coquille, de loin sa caractéristique la plus distinctive, est teintée de nuances allant du vert olive au brun foncé. Cette coquille n'est pas seulement une armure, mais sa maison portable, un dôme d'os et de kératine fusionné à sa colonne vertébrale. Outre sa forme aplatie, qui lui confère une capacité hydrodynamique inégalée, ses longues et puissantes nageoires avant, telles des rames, sont les moteurs qui le propulsent dans des migrations qui traversent des bassins océaniques entiers. Les ailerons arrière plus courts et plus larges, quant à eux, agissent comme des gouvernails, guidant leur parcours avec une précision subtile à travers les vastes plaines d'eau. Sa tête et ses membres ne peuvent pas se rétracter dans la coquille comme ceux de ses parents terrestres, une vulnérabilité qu'il doit compenser par une incroyable résilience. La vie de la tortue verte, dont le nom ne vient pas de la couleur de sa carapace mais de la graisse verdâtre qui se trouve en dessous, commence par un massacre planifié par la nature elle-même, un massacre systématique dans lequel les victimes se comptent par centaines. Tout commence sous le sable, dans la chaleur et l'obscurité totale, à l'intérieur d'une chambre d'incubation creusée par sa mère, tout près de la même plage où elle est née. Ici, des centaines de jeunes animaux, enfermés dans leurs coquilles, répondent à un appel ancestral qui les pousse à s'échapper. À l'unisson, ils commencent à faire éclore leur prison, en utilisant une petite dent d'œuf temporaire au bout de leur museau. L'ascension à travers un demi-mètre de sable est leur première bataille, un effort collectif qui peut durer plusieurs jours. Creusant comme un seul homme, les jeunes tendres en bas poussent le sable vers le haut, tandis que ceux au-dessus le compactent, dans un effort d'équipe instinctif vers un monde qu'ils ne connaissent pas. Lorsque la première tête émerge à la surface, généralement sous le couvert de la nuit, la trêve prend fin, et ils apparaissent dans un monde extérieur qui est un camp de la mort. L'air transporte des odeurs inconnues, du sel, des plantes et de la mort. Poussés par un mandat ancien, les minuscules nouveau-nés naviguent à la lueur de l'horizon au-dessus de la mer et commencent une course mortelle. Soudain, des crabes fantômes émergent de leurs trous, se déplaçant latéralement à une vitesse terrifiante, leurs griffes comme des ciseaux rapides qui fauchent des vies en un instant. D'en haut, des oiseaux de mer comme des frégates et des mouettes, qui attendaient cet événement avec impatience, fondent sur le ciel, transformant la plage en un festin sanglant. Les minuscules tortues, longues de quelques centimètres seulement, courent désespérément vers le bruit des vagues, une course sanglante à travers un champ de mines de prédateurs. Leurs minuscules nageoires battent frénétiquement sur le sable, dans un effort herculéen pour chaque centimètre gagné. Beaucoup tombent avant d'atteindre le bord de l'eau, voyant leur vie s'éteindre quelques minutes après son commencement. Mais même ceux qui parviennent à toucher l'écume des vagues ne sont pas exemptés de danger, car ils sont confrontés à un nouvel enfer. Des poissons prédateurs comme le chinchard et le vivano patrouillent dans les eaux peu profondes, attendant sur la plage les survivants épuisés du massacre.
Les petits reptiles plongent et nagent avec une fureur désespérée vers des eaux plus profondes, à la recherche de la sécurité relative de l'océan ouvert. Pour chaque millier de petits qui émergent du sable, peut-être un seul, voire aucun, atteindra l'âge adulte. Ce petit qui survit entre dans le grand bleu, commençant ce qui sera une vie trépidante en naviguant dans les défis des eaux. Durant sa première année, la jeune tortue est une nomade dérivante. Un omnivore opportuniste qui se nourrit de minuscules invertébrés et de plancton, dérivant au gré des grands courants océaniques. Ce fantôme de l'océan, grandissant lentement et étant un point solitaire dans l'immensité de l'eau, accumule force et taille loin des menaces côtières. Des années plus tard, après avoir atteint une taille considérable, quelque chose en lui le pousse à retourner dans les eaux côtières et son régime alimentaire change radicalement. Il devient un herbivore strict, le grand jardinier des océans, passant ses journées à brouter méthodiquement dans les vastes prairies sous-marines. Son bec dentelé coupe la végétation avec une précision extrême, préservant ainsi la santé et la productivité de ses écosystèmes vitaux. Le pâturage permet à la lumière d'atteindre les racines des plantes, favorisant ainsi une nouvelle croissance et assurant la santé d'un habitat qui offre un refuge à d'innombrables espèces. Leur existence est essentielle à l'équilibre des récifs et des herbiers marins. Après des décennies de croissance, la survivante ressent un appel intérieur, une force inéluctable, semblable à celle qui a dicté son émergence. Une boussole invisible en elle, sensible aux forces magnétiques de la planète, la guide à travers des milliers de kilomètres d'océan ouvert, dans un appel qui la ramène à sa plage natale, l'endroit exact où elle est née, le seul endroit où elle peut continuer le cycle. Cette migration est un exploit de navigation, un voyage solitaire à travers un désert aquatique sans repères visibles, guidé uniquement par une carte gravée à l'intérieur. Bien sûr, cet exploit n'est pas sans menace, car même si à l'âge adulte sa taille le protège de nombreux prédateurs, pour certains il reste une proie exquise. Contre son principal adversaire, le requin-tigre, il n'y a aucune agression. Il n'y a pas de contre-attaque. Il ne reste que la résistance passive de sa carapace et l'espoir que le prédateur abandonne ou se contente d'une blessure non mortelle. Son armure peut résister à une morsure exploratoire initiale, lui donnant une fraction de seconde pour tenter une évasion désespérée, se propulsant avec ses puissantes nageoires avant. Leur seule arme est la résilience, la capacité à résister à des dégâts incroyables et à continuer, une stratégie de survie basée non pas sur le combat, mais sur la volonté pure et dure de durer. Parfois, leur coquille fait la différence entre une mort douloureuse et le fait de voir le soleil se lever à nouveau, accomplissant ainsi l'odyssée de propager leur lignée en des centaines de descendants qui doivent recréer leur exploit de survie qu'ils appellent la vie. À plusieurs milliers de mètres de l'endroit où une nouvelle couvée de tortues vertes est en train d'éclore, dans les eaux profondes au-dessus des abysses des Mariannes, une nouvelle bête apparaît. Un titan si massif qu'on doute que l'océan lui-même puisse le contenir. Avec une longueur pouvant dépasser les 30 mètres et un poids dépassant les 180 tonnes, la baleine bleue n'est pas seulement le plus grand animal de la planète. C'est la forme de vie la plus massive qui ait jamais existé. Son corps est une montagne vivante de lignes pures et élégantes, une silhouette hydrodynamique qui lui permet de glisser dans l'eau avec une grâce qui dément son poids inconcevable. La peau de ce titan n'est pas d'un bleu uniforme, mais d'une mosaïque tachetée de teintes bleu-gris, un motif unique révélé lorsque la lumière du soleil pénètre les eaux de surface. Sur son immense dos, la nageoire dorsale est presque un vestige minuscule et insignifiant comparé à son écaille, une petite vague sur une crête musculaire. Sa véritable propulsion vient de ses nageoires caudales, 2 lobes horizontaux aussi larges que des ailes, qui battent l'eau avec une puissance lente et monumentale. Sous sa mâchoire, des dizaines de plis ventraux s'étendent jusqu'à son nombril, un accordéon de peau et de muscles capable d'une expansion étonnante. Bien que ses caractéristiques physiques externes soient énormes, son intérieur est encore plus impressionnant, avec un cœur énorme pesant jusqu'à 300 kg où chaque battement résonne avec la force d'un tambour profond, pompant des milliers de litres de sang à travers des artères si larges qu'un poisson pourrait nager à travers elles. Sa langue à elle seule pèse autant qu'un éléphant de savane, ce qui témoigne de la grandeur de la bête. L'existence d'une créature aussi colossale que la baleine bleue repose sur un paradoxe particulier. Le plus grand être de la planète survit en chassant l'un des plus petits. Leur vie est une recherche incessante de nuages denses et rougeâtres de krill, de minuscules crustacés qui constituent la base de leur régime alimentaire. Ils passent ces journées à naviguer dans les vastes plaines océaniques,
suivant les courants froids et riches en nutriments où s'épanouissent ces essaims de vie. Leur méthode d'alimentation est l'une des prouesses les plus spectaculaires de la nature, un acte d'ingénierie biologique à une échelle jamais imaginée auparavant. En détectant un essaim de krill, la baleine, sans hésitation, se prépare. Il accélère, son immense masse gagne un élan imparable et, au dernier moment, ouvre sa mâchoire à un angle de presque 90 degrés. À ce moment-là, les plis de sa gorge se dilatent comme un filet gigantesque, avalant jusqu'à 70 tonnes d'eau et de krill en une seule bouchée, doublant presque sa taille. L'étape suivante de ce grand festin consiste à lever la langue colossale, agissant comme un piston musculaire, la déplaçant avec une force énorme. Il pousse l'eau vers l'extérieur, la forçant à traverser les centaines de fanons qui pendent de sa mâchoire supérieure. Ces fanons, un rideau de kératine fibreuse, agissent comme un tamis parfait, piégeant les petits crustacés tandis que l'eau salée est rejetée dans l'océan. En un seul acte, des tonnes de nourriture ont fui, faisant des millions de victimes en quelques minutes. La baleine affamée répète ce processus encore et encore, consommant jusqu'à 4 tonnes de krill en une seule journée pour maintenir son métabolisme en marche, ce qui contraste fortement avec l'efficacité énergétique des étoiles de mer à des milliers de mètres plus bas, sur le fond de la fosse. Étant donné sa taille énorme et ses besoins alimentaires inépuisables, la baleine bleue vit souvent dans une profonde solitude, sans autre compagnie que les bancs interminables de krill. Elle préfère presque toujours voyager seule ou parfois à deux à travers l'immensité de l'océan. Malgré leur comportement essentiellement insaisissable, lorsqu'il s'agit d'entrer en contact avec leurs congénères, les cétacés mettent en pratique l'une des formes de communication les plus impressionnantes de tout le règne animal. Leur voix est le son le plus puissant parmi les espèces sauvages, un appel à basse fréquence qui est plus une vibration qu'un son audible pour de nombreux êtres. Ces chants profonds et résonnants sont des monologues qui traversent des bassins océaniques entiers, une manière de naviguer, de communiquer et peut-être de combattre la solitude dans le vaste désert bleu. C'est un géant qui murmure à travers les continents d'eau. En raison de sa taille disproportionnée, une baleine bleue adulte en bonne santé n'a pratiquement aucun prédateur naturel. C'est un être qui existe au-delà de la chaîne alimentaire conventionnelle. Seuls les groupes d'orques les plus grands et les plus audacieux, faisant preuve d'une stratégie et d'une résilience sans précédent, osent attaquer un baleineau ou un individu malade. Mais un adulte dans la plénitude de sa puissance est une forteresse de chair et de sang, un être dont la simple présence impose une trêve aux eaux qui l'entourent. Sa vie est un témoignage de grandeur, la preuve que, sur la toile de l'océan, la nature a décidé de peindre son chef-d'œuvre à la plus grande échelle possible. Bien que la grandeur de la baleine bleue jette le doute sur l'ampleur des vallées abyssales, pour rencontrer l'une des formes de vie les plus étranges de la planète, il faut descendre dans ses entrailles, là où le Challenger Deep se termine enfin, révélant un aperçu d'obscurité perpétuelle. C'est le domaine du froid, du silence et des apparitions gélatineuses. Un endroit où la vie prend une forme douce, vulnérable et incroyablement efficace. Avec des corps allant de quelques centimètres à des envergures dépassant le mètre, la pieuvre fait partie de ces survivants avides, capables de considérer ces abîmes aveuglants à des kilomètres sous la surface comme une maison agréable. Les poulpes des profondeurs ne sont pas une entité unique, mais plutôt une légion d'espèces diverses unies par un défi commun: conquérir les abysses. Son corps, un exploit conçu par le Créateur lui-même pour la survie, est dépourvu d'os, une masse de muscles et de nerfs d'une flexibilité presque liquide. Cette absence de structure rigide est son plus grand triomphe sur son environnement, car il ne lutte pas contre la pression, mais s'y soumet simplement. Son corps correspondant à la force écrasante de l'océan, ne faisant plus qu'un avec l'abîme. Il n'y a rien à comprimer, rien à casser. Leurs yeux, souvent disproportionnés, sont des fenêtres complexes conçues pour capturer les plus faibles lueurs de lumière dans une nuit sans fin, réglées pour détecter le langage de l'abîme, la bioluminescence. Ses 8 bras, équipés de ventouses qui agissent comme 1 million de doigts, son nez et sa langue, ne servent pas seulement à la locomotion. Ils sont leur façon de voir, de sentir et de goûter un monde sans lumière, de lire la texture et la composition chimique des fonds marins avec une sensibilité inimaginable. Le mouvement de cet être est souvent lent et délibéré, une stratégie pour conserver une énergie précieuse dans un désert gelé où la nourriture est un privilège. La pieuvre glisse sur la boue profonde en utilisant ses bras dans une marche fluide, une avancée méthodique qui perturbe à peine les sédiments océaniques. Cet invertébré est également capable de flotter dans la colonne d'eau, suspendu dans l'obscurité comme une faible silhouette oubliée dans le temps,
attendant avec une patience mesurée en heures et non en minutes. Chaque mouvement est méticuleusement calculé pour maximiser les chances de trouver de la nourriture sans dépenser plus de calories qu'il ne pourrait en obtenir. Son métabolisme est incroyablement lent, un moteur qui tourne au rythme du temps profond, lui permettant de survivre avec un régime extrêmement humble. Mais sa lenteur sur le fond marin n'est rien d'autre qu'une tromperie élaborée, car elle ne représente que le calme avant la tempête. Le poulpe des profondeurs est un prédateur redoutable, un chasseur d'embuscade qui, bien qu'il n'ait pas les dents en scie du requin-tigre ni la taille énorme du cachalot, possède une intelligence sans pareille et une morphologie unique capable de toujours faire pencher la balance en sa faveur. Passant de longues périodes immobiles, avec son corps mou et souvent semi-transparent se fondant dans les ombres et les rochers du fond, le céphalopode se fond dans le paysage sombre. Sa capacité à modifier à volonté la texture de sa peau, en élevant de minuscules papilles pour se fondre dans un fond rocheux ou en la lissant pour ressembler à une simple tache dans la boue, sont d'autres de ses compétences de chasse, une période où sa vie risque de basculer dans une profonde famine. Lorsqu'un petit crustacé, un ver ou peut-être un poisson des profondeurs sans méfiance s'approche, l'attaque est soudaine, silencieuse et surtout précise. La pieuvre se précipite en avant, non pas à la poursuite, mais dans une prise mortelle, étendant ses bras pour piéger sa proie dans une cage de muscles et de ventouses. Son bec, pointu et puissant comme celui d'un oiseau de proie, est situé au centre de ses bras, caché à la vue, dissimulant une arme blanche capable de percer les carapaces les plus dures des crabes et autres crustacés pour injecter une salive paralysante et digestive. Sans laisser le temps à l'altercation, le prédateur des abysses profite de sa proie immobilisée et dissoute intérieurement pour la consommer, une méthode de chasse d'une efficacité terrifiante et qui produit une mort écrasante pour la victime. Sa flexibilité lui confère un avantage tactique insurmontable dans ce paysage accidenté, car il peut se faufiler dans les crevasses les plus étroites, explorant les fissures rocheuses à la recherche de proies cachées, son corps coulant comme un liquide épais là où aucun autre prédateur de sa taille ne pourrait atteindre. Quand ce n'est pas à son tour d'être prédateur, mais de devenir proie, la pieuvre n'envisage même pas l'option de se rendre à une mort violente, mais est prête à se battre si nécessaire contre les carnivores les plus sanguinaires, les laissant l'estomac vide. Face aux menaces rares de leur monde sous-marin, comme les requins des profondeurs ou les gros poissons abyssaux, leur principale défense est l'ingéniosité et l'évasion. Alerté au moindre changement dans son environnement, le céphalopode prend soin de ne pas tomber dans le viseur d'un quelconque carnivore violent qui oserait le voir comme une proie, préférant toujours une retraite honorable plutôt que de s'engager dans une altercation agressive au corps à corps. Lorsqu'elles sont soudainement surprises par un chasseur furtif, certaines espèces de pieuvres des profondeurs n'hésitent pas, et dans une tentative désespérée d'éviter de périr, elles détachent l'un de leurs bras. Grâce à un système nerveux complexe, le membre libéré se tord et brille de sa propre lumière, créant une distraction bioluminescente pour dérouter l'attaquant tandis que la pieuvre s'échappe dans la direction opposée. La plupart des espèces qui peuplent l'hostilité abyssale, contrairement à leurs parents vivant à la surface, renoncent à l'encre, qui est inutile dans l'obscurité, et expulsent à la place un mucus collant et lumineux qui adhère au prédateur, ce qui en fait une cible visible et gênante pour les autres chasseurs. La reproduction des poulpes des profondeurs est la preuve irréfutable que la vie peut prévaloir, et même prospérer, malgré les adversités posées par l'enfer de pression, d'obscurité et de températures inférieures à zéro que représente la fosse des Mariannes. La reproduction de ces invertébrés est un acte final et définitif, surtout pour la femelle. Après une brève et rare rencontre avec un mâle dans l'immensité de l'abîme, la femelle consacre le reste de sa vie à une seule et massive ponte d'œufs. Chercher un endroit abrité, un affleurement rocheux, ou peut-être une grotte dans le fond marin, un sanctuaire dans l'obscurité. Là, elle fixe ses œufs, parfois des milliers, à la surface, un par un, dans un processus laborieux qui peut prendre des jours, et une fois le dernier œuf en place, sa veillée commence. Elle ne se nourrit pas, ni ne quitte son poste pour aucune raison, mais devient la gardienne éternelle de sa progéniture. Pendant des mois, parfois même des années, dans le froid extrême et le temps ralenti des abysses, elle veille et prend soin de ses œufs avec une dévotion absolue. Il les nettoie des parasites et des sédiments avec ses bras, tout en les oxygénant en douceur, créant des courants d'eau avec son siphon pour assurer leur développement. Cette mère altruiste repousse tout charognard ou petit prédateur qui ose s'approcher, utilisant le reste de ses forces pour protéger l'avenir qu'elle ne verra pas.
Lentement, il se consume. Son corps, ne recevant plus de nourriture, commence à cataboliser ses propres tissus, sa vie s'éteignant lentement pour donner vie à d'autres. Elle s'affaiblit, sa couleur s'estompe, ses mouvements ralentissent, et lorsque les œufs éclosent enfin, libérant un nuage de minuscules pieuvres dans les courants abyssaux, la mission de la mère est terminée. Son corps, complètement épuisé et sans force, finit par céder. Elle meurt là, aux côtés de ses capsules d'œufs vides, devenant une partie de la neige marine qui nourrira l'écosystème dans lequel sa progéniture habite désormais. Alors que le sacrifice de la pieuvre est un acte de volonté, une fin délibérée dans l'obscurité, où la mère donne sa vie pour le bien-être de ses petits, dans le même abîme, il existe une autre forme de vie, complètement dépourvue de volonté et d'esprit. C'est un être d'instinct pur, un fantôme qui bat au rythme éternel de l'océan. De leur forme caractéristique en forme de cloche mesurant seulement quelques centimètres à leurs apparences colossales avec des tentacules de plusieurs mètres de long, les méduses des grands fonds sont peut-être parmi les habitants les plus mystérieux, mais aussi les plus fascinants, des océans. Son corps est principalement constitué d'eau, une structure gélatineuse et translucide qui se fond dans l'obscurité de l'abîme. Les méduses sont des êtres presque éthérés, des mirages vivants qui ne se révèlent souvent que par la lueur de leur propre lumière bioluminescente. La cloche, moteur de son existence, se contracte et se dilate dans un battement lent et majestueux, une pulsation qui est le seul signe visible de sa vie. Ce mouvement ne consiste pas à nager avec un but précis. Il n'y a pas de destination à votre voyage. C'est un acte de maintien à flot, d'ajustement de votre position dans l'immense colonne d'eau. Sous la cloche pend un rideau de mort sous la forme de centaines de tentacules, aussi fins que des fils de soie ou aussi épais que des rubans, qui tombent en une cascade silencieuse. Chacun de ces appendices est chargé de millions de harpons microscopiques et venimeux, des cellules urticantes prêtes à se déclencher au moindre contact. Ce sont ses yeux, ses mains, et bien sûr, ses armes. La vie d'une méduse est un voyage passif, une soumission totale aux forces de son environnement. Il n'a pas de chemin choisi. Son seul cours est celui dicté par les courants abyssaux, ces tapis roulants lents et puissants qui déplacent les eaux du monde. C'est une vagabonde, une nomade perpétuelle qui a fait de l'océan tout entier son territoire, sans jamais en revendiquer aucune partie. Cette errance sans but constitue leur principale stratégie de survie et de chasse. Il ne poursuit pas, il ne traque pas, il ne planifie pas. Cela existe tout simplement, et son existence est un piège mortel. Entraînée par les courants qui forment sa véritable trajectoire, la méduse déploie son réseau de tentacules, un champ de mine vivant qui s'étend autour d'elle. Il flotte silencieusement, tel un filet de pêche fantomatique attendant que l'océan lui fournisse sa nourriture. Un petit poisson des profondeurs ou un crustacé migrant verticalement ne peut pas voir la méduse dans l'obscurité totale. Dans l'obscurité, son corps translucide est presque invisible. La victime ne ressent qu'un contact presque imperceptible, le contact d'un seul fil sur son flanc, un contact qui semble insignifiant mais qui, sans le savoir, est sa condamnation à mort. En une fraction de seconde, la réponse est instantanée, automatique et violente. Des milliers de nématocystes contenus dans le tentacule sont tirés, une explosion de harpons microscopiques qui pénètrent la chair de la victime. Chaque harpon injecte une dose de venin puissant, une neurotoxine conçue pour paralyser. Le poison agit avec une vitesse brutale, paralysant les muscles, interrompant les signaux nerveux et éteignant la vie en quelques secondes. La proie, désormais immobilisée, se retrouve piégée dans la toile mortelle, mourant souvent sans même pouvoir lutter. D'autres tentacules, au contact du corps inerte, jaillissent, garantissant qu'il n'y a aucune possibilité d'évasion. La méduse ne ressent pas la lutte. Elle perçoit seulement la vibration de son piège activé, un signal chimique et de pression. Lentement, les bras buccaux, des appendices plus épais entourant sa bouche, se déplacent avec une grâce mécanique pour récupérer son prix. Ses membres sont responsables du transport de la nourriture des tentacules minces jusqu'à l'ouverture digestive, cachée au centre de la cloche.
Le processus est lent, dénué de toute émotion ou violence apparente. Il s'agit simplement d'une fonction biologique, l'absorption d'énergie par une entité presque abstraite. Dans l'obscurité totale de l'abîme, plusieurs de ces apparitions émettent leur propre lumière. La bioluminescence ondule à travers ces cloches, une lueur bleue fantomatique qui illumine l'obscurité pendant un instant. Ce n'est pas une lumière pour voir, mais pour être vue, ou pour ne pas être vue. Un éclair soudain peut surprendre un prédateur potentiel, une pulsation rythmique peut attirer une proie curieuse directement dans le rideau de tentacules venimeux. C'est un langage de lumière dans un monde sans soleil, un code de survie que seuls les habitants de l'abîme peuvent interpréter. Mais malgré son arsenal toxique, la méduse n'est pas invulnérable. Certaines créatures, comme certaines espèces de tortues et de poissons des profondeurs, ont développé une immunité à leur venin et peuvent les dévorer. Sa principale défense réside cependant dans sa propre composition. Étant presque entièrement constitué d'eau, il offre très peu de valeur nutritionnelle à un prédateur, ce qui fait que l'attaquer représente souvent une dépense d'énergie supérieure à la récompense qu'il offre. C'est une proie vide, un fantôme qui, même dans la mort, refuse de nourrir son meurtrier. Alors que les méduses poursuivent leur voyage dans les profondeurs des abysses, à des milliers de mètres sous la surface, les maîtres de la chaîne alimentaire marine ne se laissent pas dicter leur parcours par leur environnement, mais plient plutôt l'écosystème à leur volonté. Avec une longueur approchant les 10 mètres et un poids pouvant atteindre 10 tonnes chez les mâles les plus robustes, l'orque devient le plus grand dauphin et le prédateur suprême de toutes les mers. Son corps, une torpille de muscles et de puissance, peint d'un motif noir et blanc emblématique, est une œuvre de la nature créée pour tuer. Son design coloré, loin d'être un ornement, est une arme de camouflage perturbatrice, un jeu d'ombre et de lumière qui brise sa silhouette dans l'eau, déroutant sa proie jusqu'au dernier moment quand il est déjà trop tard. La nageoire dorsale d'un mâle adulte, un monolithe de près de 2 mètres de haut, est un drapeau noir qui fend la surface de l'eau et annonce l'arrivée de la mort. Ses nageoires pectorales sont grandes et arrondies, comme de larges rames, ce qui lui confère une maniabilité étonnante pour une créature aussi énorme. La puissance de propulsion de ce dauphin pour naviguer dans les eaux avec une telle habileté vient de son immense nageoire caudale, capable de le propulser à des vitesses de près de 60 km/h. Alors que, quand vient le moment de tuer, ses mâchoires sont armées de près de 50 dents coniques et imbriquées, conçues non pas pour couper, mais pour saisir et déchirer sa proie sans défense. Bien que cette rangée de dagues soit une arme redoutable, la véritable source de sa domination ne réside pas dans sa morsure, mais dans sa famille. Les orques vivent en grands groupes, des clans matriarcaux liés par des liens de sang qui peuvent durer toute une vie. Chaque meute est un monde en soi, une culture flottante avec son propre dialecte de clics et de sifflets et ses propres traditions de chasse transmises de mère en fille depuis des générations. La matriarche, la femme la plus âgée et la plus expérimentée, est la gardienne de ce savoir ancestral, la stratège en chef qui dirige chaque chasse et prend chaque décision cruciale pour la survie du clan. Lorsqu'un groupe d'orques part en chasse, l'océan devient un piège mortel. Pour localiser les victimes potentielles, la communication est essentielle, une symphonie de sons qui coordonne le mouvement de chaque individu. La recherche d'une proie n'est pas un acte de hasard, mais une opération méthodique, la meute se déployant en ligne de balayage, balayant l'océan avec son sonar biologique. Soudain, un écho dense et solitaire revient au son d'une des femelles, révélant la présence d'un grand requin-tigre, un prédateur redoutable pour tout autre être, mais, pour la meute, rien de plus qu'une simple proie. L'appel à l'attaque est instantané et silencieux, un changement subtil de formation, une série de clics rapides parcourant l'eau, et la sentence a été prononcée sans même que la victime ne le sache. Le plan n'est pas une simple attaque, mais un assaut calculé, où ces assassins rusés démontrent leurs compétences stratégiques. Immédiatement, 2 orques plus jeunes et plus rapides se précipitent en avant, harcelant le requin par les flancs, le forçant à bouger, testant ses réactions et drainant son énergie.
Le requin, maître de l'embuscade solitaire, se retrouve submergé par des renseignements coordonnés, pris dans un réseau d'attaques qu'il ne peut prévoir. Il tente de plonger, mais l'une des orques lui bloque le passage. Il tente de fuir vers la surface et un autre lui coupe la retraite. La matriarche observe à une distance calculée, dirigeant l'assaut avec un calme terrifiant. Alors que le requin panique, l'attaque s'intensifie et une orque attaque par en dessous avec une fente brutale, utilisant sa tête pour s'écraser sur le ventre du requin, le désorientant. Un autre utilise sa puissante queue pour délivrer un coup paralysant près des branchies. Un mouvement d'une précision incroyable. Le requin se tord, mordant l'eau dans une rage futile, incapable d'atteindre ses bourreaux, qui attaquent et se retirent avec une synchronisation précise. Le coup final est un acte impitoyable, ainsi qu'une démonstration de son intelligence. L'une des orques les plus expérimentées s'approche à une vitesse contrôlée, mord l'un des flancs de la proie et, d'une puissante torsion de son corps, la retourne. En se retournant sur le ventre, le requin entre dans un état de paralysie induite qui le laisse complètement sans défense, mettant fin au combat sans que le prédateur ait pu réussir à lui asséner ne serait-ce qu'une morsure. Avec le requin inerte, il n'y a pas de frénésie. La meute se rassemble autour de la proie neutralisée avec un calme plus terrifiant que la violence elle-même, et elle ne consomme que les parties les plus riches en nutriments, le foie du requin, avec un ordre et une discipline qui reflètent sa structure sociale complexe. La matriarche se nourrit en premier, suivie des petits et des autres femelles, tandis que le reste de la carcasse est abandonné dans les profondeurs. La chasse n'était pas seulement une question de nourriture, c'était une leçon pour les jeunes hommes, une réaffirmation de leur domination et une mise en pratique de leur tactique mortelle. Cette intelligence est appliquée à chaque proie. Grâce aux phoques, ils peuvent créer des vagues qui les éloignent des banquises. Avec les baleines, ils mènent des combats de plusieurs heures, séparant les baleineaux de leur mère avec une cruauté méthodique. Et avec les bancs de poissons, ils les encerclent et les étourdissent à coups de queue. Chaque proie a sa propre stratégie, une tradition de chasse perfectionnée au fil d'innombrables générations. Avec leurs massacres coordonnés, les orques démontrent que, dans un monde de titans, leur meilleure arme, loin d'être leur force brute, est leur intelligence. Bien qu'il semble que rien de l'autre côté de l'océan ne puisse défier la domination des orques, il existe une force qui opère en dehors des lois de la nature, une force qui ne chasse pas par faim et dont le pouvoir ne réside pas dans les dents ou les nageoires, et qui s'est avéré avoir un appétit encore plus démesuré que celui des féroces orques. Même ce prédateur suprême de l'océan n'est pas à l'abri des cicatrices laissées par l'influence des activités humaines sur son monde sous-marin. Des populations entières, comme les troupeaux de saumons du Pacifique, dépendent presque exclusivement d'une seule proie, le saumon royal. La pêche industrielle intensive a décimé les populations de ce poisson, provoquant une famine silencieuse qui amène des clans entiers au bord de l'effondrement. Il y a moins d'un siècle, ces populations comptaient plus de 200 individus, alors qu'aujourd'hui, à cause de la cupidité humaine débridée, certains de ces clans ne comptent plus que 70 individus, les rapprochant ainsi d'un point critique. Le cachalot, le titan qui voyage vers l'abîme, subit un siège similaire. Le bruit assourdissant de l'exploration sismique du pétrole et du gaz peut causer des dommages auditifs permanents, le privant du seul sens dont il a besoin dans l'obscurité abyssale. De retour à la surface pour respirer, ce cétacé géant affronte les voies de navigation, où une collision avec un cargo pourrait signifier une fin prématurée pour ce colosse des profondeurs. Même la pieuvre, qui vit à des milliers de mètres de profondeur dans les fonds marins, n'est pas en sécurité. Le chalutage en haute mer, avec des filets qui labourent le fond de l'océan comme des lames géantes, détruit leur habitat fragile, détruisant les endroits où ils chassent et pondent leurs œufs. L'exploitation minière en haute mer, une nouvelle menace à l'horizon, promet de transformer ces vallées et ces montagnes silencieuses en un désert industriel inerte où toute vie est éteinte. Mais ces menaces individuelles ne sont que les symptômes d'un problème plus vaste qui affecte l'ensemble de l'écosystème. Chaque année, des millions de tonnes de plastique sont déversées dans les océans, convergeant vers des îles de déchets géantes comme le grand vortex de déchets du Pacifique. Ces plastiques se désintègrent en particules microscopiques qui s'infiltrent à tous les niveaux de la chaîne alimentaire, du plancton à la baleine bleue. L'océan, autrefois un royaume de silence, se transforme maintenant lentement en un chaos de bruit industriel. Mais même dans l'obscurité de ces défis, il existe encore des lueurs d'espoir. De vastes zones de ce coin du Pacifique, y compris la fosse des Mariannes elle-même, ont été désignées monuments nationaux et sanctuaires marins.
Dans ces zones protégées, la pêche commerciale est restreinte et l'exploitation minière est limitée, ce qui donne à l'écosystème une chance de se rétablir. Le sort de ce dernier abîme, l'endroit le plus reculé de la Terre, repose, aujourd'hui plus que jamais, entre nos mains. Avez-vous déjà été émerveillé par la faune dans les profondeurs de la fosse des Mariannes? Alors, montrez-nous votre soutien avec un like et faites-nous savoir dans les commentaires lequel de ces titans de l'abîme vous a le plus marqué. Pour ne rien manquer de nos futures explorations dans les recoins les plus sauvages de notre planète, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Et pour aider la voix de ces géants silencieux à se faire entendre encore plus loin, partagez cette vidéo avec vos amis. Sans plus tarder, on se retrouve la prochaine fois avec d'autres histoires de cétacés imposants, de céphalopodes rusés, de requins féroces et surtout des histoires de vie sauvage.